Bienvenue à Minuit Mystère. Rejoignez Miss Marple tandis qu'un mystère terrifiant se dévoile dans le jardin d'hiver. Des secrets persistent, des ombres murmurent à qui faire confiance. Allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. C'était le genre de matinée qui ne promettait rien de plus spectaculaire qu'un gel persistant sur les haies et le souffle argenté des villageois traversant la verdure. L'église Sainte-Mildred organisait sa fête annuelle du jardin d'hiver. Une tradition singulière alliant le confort d'un bazar intérieur à la gaieté vivifiante de la saison. Des tables chargées d'écharpes tricotées, de pots de confiture et de gâteaux aux fruits encombrèrent la salle paroissiale, tandis qu'à l'extérieur, couronnes et guirlandes de conifères pendaient à des treilles scintillant légèrement sous le givre. Miss Jane Marple, soigneusement emmitouflée dans un manteau de laine, sans distinction particulière, avait pris sa place habituelle à côté du stand de thé. Elle préférait observer plutôt que de se pencher en avant, même si ses yeux bleu pâle ne manquèrent de rien. Il suivait à cet instant les mouvements de M. Arthur Blackwood, le nouveau locataire de Gull's Cottage, dont l'énergie tranchait légèrement avec la tranquillité du village. Il avait vanté haut et fort le gâteau aux graines de Madame Penrose, bien que Miss Marple notait qu'il avait à peine touché à la part qu'on lui avait donnée. Le village grouillait des agréables petites frictions qui accompagnaient de tels rassemblements. Madame Bambury renifla d'un air désapprobateur le nouveau chapeau de Madame Lester, convaincue qu'il était bien trop moderne pour la femme du vicaire. Le jeune Peter Hayward, rouge et maladroit, renversa un pot de lait sur les billets de tombola, au grand désespoir de Madame Price, et au fond, une dispute vive mais vite étouffée éclata entre Arthur Blackwood et le colonel Hewitt, retraité de l'armée et peu enclin à adoucir ses propos. « Vous feriez mieux de vous en souvenir », avait murmuré le colonel Hewitt d'une voix pas assez basse pour passer inaperçu. « Ce village n'apprécie pas les hommes de votre espèce. » Blackwood répondit par un sourire crispé, ses yeux brillant d'un éclat mi-narquois mi-menaçant. Miss Marple, sirotant délicatement son thé, songea que les jugements du colonel Hewitt étaient souvent justes, quoique un peu brusques. C'est juste au moment où la tombola était annoncée, Madame Price secouant un panier, sa visiblement nerveuse, que le premier frémissement de trouble perturba le calme. Un cri strident, d'une intensité surprenante, interrompit le brouhaha. Les têtes se tournèrent, les mains s'immobilisèrent et les tasses s'entrechoquèrent. Là, près de l'arche de verdure menant à la sacristie attenante, se tenait Madame Banbury, une main serrée sur sa poitrine, l'autre pointée vers l'ombre. À moitié caché sous une branche décorative de houx et de lierre, se trouvait Arthur Blackwood, son écharpe étrangement enroulée autour de son cou, son visage d'une teinte surnaturelle, qui ne laissait aucun doute dans l'esprit de quiconque quant à la mort de l'homme. Pendant un instant, un silence suspendu s'abattit sur la salle paroissiale. Puis, comme par enchantement, des voix s'élevèrent exprimant des spéculations horrifiées. « Crise cardiaque !» murmura quelqu'un. « Étranglé !» marmonna un autre, trop fasciné par ce spectacle effroyable pour baisser la voix. Le colonel Hewitt s'avança d'un pas lourd, s'agenouillant devant le corps d'un air irrésolu. Il releva la tête un instant plus tard, l'air sévère. « Il a été assassiné », a-t-il déclaré. Le mot résonna aussi tranchant qu'un éclat de verre. La garden party d'hiver, avec ses confitures maison et ses joyeuses décorations, était devenue le théâtre de quelque chose de bien plus sombre. Et tandis que les villageois se rassemblent, parlant d'un ton anxieux et pressé, Miss Marple restait parfaitement immobile, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux. Elle avait déjà remarqué le petit détail que personne d'autre n'avait remarqué, un détail qui, elle le soupçonnait, s'avérerait plus tard très important. La déclaration de meurtre du colonel Hewitt se répandit dans la salle paroissiale comme un courant d'air glacial sous une porte. Ce qui avait été un lieu de rire, de bavardage et de tintement de tasses de thé fut soudain empli d'un murmure inquiet, du froissement des jupes et du bruit de pas hésitants. Madame Price, les joues rouges sous le choc, laisse tomber son panier de tombola. Les billets s'envolent comme des flocons de neige, ignorés par tous ceux qui tendent le cou vers l'arche de la sacristie,
Miss Marple, toujours assise, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, laissait son regard pâle parcourir les visages. Les réactions des gens dans ces moments-là en disent souvent plus que leurs paroles. Madame Banbury, qui avait été la première à crier, continuait de se serrer la poitrine, même si ses tremblements semblaient autant une simulation qu'une véritable frayeur. La femme du pasteur, Madame Lester, murmurait des prières, les lèvres fébriles. Le jeune Peter Hayward fixait, les yeux écarquillés, la silhouette inerte de M. Blackwood, jusqu'à ce que Madame Hayward, scandalisée, le tire par l'épaule. Le colonel Hewitt, de son côté, s'était levé vivement, son soldat figé par l'indignation. « Il faut appeler l'inspecteur Graves immédiatement », déclaratif. « C'est l'affaire de la police, pas l'hystérie ni les spéculations. » Il jeta un regard sévère autour de lui, mais ses paroles ne réussirent guère à endiguer le flot de rumeurs. Elles semblèrent même plutôt l'alimenter. « Étranglé avec son écharpe, vous avez vu ?» chuchota Madame Banbury, suffisamment remise de son malaise pour parler avec délectation. « Tordu au niveau du cou affreux, vraiment affreux. Absurdité !» interrompit Madame Penrose, qui se targuait de son sens pratique. Cet homme était en mauvaise santé. Cela se voyait à son teint. Une crise d'épilepsie, j'imagine. Le colonel Hewitt dramatise. « Il est vraiment en mauvaise santé !» renifla M. Endicott, l'avocat du village qui s'était mêlé au groupe. Ce type était assez robuste quand il s'était levé contre moi à propos des Hayes il y a moins de 2 semaines. Je dirais que son seul défaut était son caractère. Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Déjà, le village commençait à tisser sa tapisserie de théories, chaque fil étant issu des préjugés, des souvenirs ou de la malveillance. Il en était toujours ainsi. Le meurtre, songea-t-elle, avait la fâcheuse habitude de faire surgir les plus petits ressentiments et griefs. L'arrivée de l'inspecteur Graves, de la police du comté, une vingtaine de minutes plus tard, fut accueillie avec une sorte de soulagement. Homme robuste, au visage rougeau et à la moustache épaisse, il avait l'air d'un homme habitué à la méthode et à l'autorité. Il se pencha sur le corps de Blackwood, posa quelques questions sèches, puis fit boucler la sacristie. Ses agents se tenaient, raides, près des portes, empêchant toute nouvelle approche indiscrète. « Bien, mesdames et messieurs, » a-t-il annoncé d'un ton qui se voulait rassurant, « c'est désormais une affaire de police. Je vous demande à tous de rester calmes et de décliner votre identité. Nous recueillerons vos déclarations en temps voulu. Si vous avez vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ce matin, il est de votre devoir de le signaler, hors du commun. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent un seul instant tandis qu'elle reprenait son tricot. La phrase l'amusa vaguement. Tout chez Arthur Blackwood était hors du commun depuis son arrivée à Monkshood, le village voisin de St. Mary Mead, 3 mois auparavant. Ses manières étaient trop bruyantes, sa gaieté trop forcée et son intérêt pour les affaires d'autrui trop intense pour être tout à fait naturel. Ce n'était pas un homme qui se fondait dans la masse, c'était un homme qui bougeait. Et voilà qu'il était complètement éjecté de la vie. Un par un, les villageois furent conduits dans un coin du hall où un agent nota leur nom. Pendant ce temps, l'inspecteur Graves interrogeait brièvement les personnes les plus proches de la scène. Madame Banbury livra son récit d'un ton à la fois essoufflé et empreint d'une satisfaction qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Je l'ai vu là, inspecteur, on ne peut plus clair, raconta-t-elle. L'écharpe serrée, son visage prit une couleur à vous retourner l'estomac. Et je me dis, mon Dieu, cet homme a été assassiné. Et c'est bien ce qu'il était. » Graves hocha la tête, mais Miss Marple, qui l'observait de son poste d'observation silencieux, remarqua le léger pincement de ses lèvres. Il n'avait pas plus de patience que les autres pour les excès de Madame Banbury. Le témoignage du colonel Hewitt était bien plus direct. « Il m'avait déjà parlé, inspecteur. Je ne le nierai pas. Je lui ai dit franchement ce que je pensais de ses agissements. C'était un vaurien et un tricheur. Mais, par le ciel, je n'ai jamais souhaité sa mort. Son menton était obstinément saillant. Les rides autour de sa bouche se dessinaient comme pour défier quiconque de le contredire. Quand le tour de Madame Lester arriva, sa nervosité la rendit presque muette. « C'étaient les billets de tombola !» balbutia-t-elle. « J'écrivais les numéros quand j'entendis le cri. »« Inspecteur, ça n'arrive pas à Monkshood, pas dans une salle paroissiale.
Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle, ce qui ne fit qu'accentuer le soupçon qu'elle savourait secrètement le spectacle. Le vicaire, M. Lester, se tenait aux côtés de sa femme, d'un air protecteur, murmurant qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Pourtant, lui-même ne put résister à l'envie de faire une observation. M. Blackwood était un homme perturbé, inspecteur. Il s'est confié à moi 1 ou 2 fois, vous savez, sur des sujets que je ne peux pas répéter. Mais je dois dire qu'il se faisait facilement des ennemis. Très facilement, en effet. Miss Marple leva les yeux à ces mots, l'air toujours aussi placide. Elle avait entendu à sa manière la même chose. Blackwood avait fait preuve d'une confiance excessive. Ceux qui parlaient trop et trop librement se mettaient souvent en danger. Au moment où les dernières déclarations furent recueillies, l'excitation du matin s'était transformée en un malaise permanent. Le groupe avait, bien sûr, dispersé les lots de la tombola non réclamés, les écharpes tricotées invendues et les gâteaux aux fruits intacts. Les villageois s'éclipsèrent par 2 ou 3. La voix basse mais insistante, tel le bourdonnement des guêpes dans un bocal. « Je vous avais bien dit que ce n'était pas un gentleman », insista Madame Banbury auprès de Madame Penrose, en partant ensemble. « Croyez-moi, tout cela finira par être honteux. »« Absurde, » rétorqua Madame Penrose, d'un ton pourtant peu convaincant. « Un vagabond est probablement entré et a fait le coup. Il faut faire attention à qui accuse. » Le colonel Hewitt sortit seul, ses bottes frappant le trottoir avec une précision militaire. Madame Lester, pleurant encore faiblement, fut à moitié entraînée par son mari dans le froid qui l'attendait. Le jeune Peter Hayward s'attarda derrière sa mère, se penchant pour un dernier regard avant d'être brusquement tiré. Miss Marple se leva enfin, repliant son tricot dans son sac. Elle n'était pas du genre à exprimer ses opinions, surtout devant des policiers qui privilégient leur propre autorité. Pourtant, elle avait tout observé. La dispute, les attitudes, les lapsus inconsidérés, et elle les emporta avec elle aussi soigneusement que son tricot. En sortant dans l'après-midi glacial, elle repensa à une chose que le vicaire avait dite. Blackwood se faisait facilement des ennemis. C'était vrai. Et dans un village comme celui-ci, les ennemis revêtent de nombreux déguisements. Rancœur liée aux limites de propriété, jalousie pour attirer l'attention, vieux scandale jamais complètement réglé. D'après l'expérience de Miss Marple, de telles motivations nourries en secret pouvaient se transformer en actes des plus sombres. La police, bien sûr, chercherait l'évidence. Elle interrogeait le colonel et son caractère, Madame Banbury et sa curiosité, et peut-être même le jeune Hayward s'ils avaient envie d'une petite bêtise juvénile. Mais Miss Marple connaissait la nature humaine, et la nature humaine n'est jamais évidente. Quelque part parmi les visages inquiets de la Winter Garden Party se trouvait la vérité, aussi évidente qu'un motif, pour qui avait les yeux pour la voir. Elle ajusta son manteau, salua poliment l'inspecteur Graves en passant et marcha d'un pas décidé vers son cottage. Le givre était plus épais, et l'air était chargé d'une odeur de fumée de bois provenant des cheminées lointaines. Un paysage paisible en apparence. Mais au fond, comme Miss Marple le savait trop bien, le sol avait été remué, et ce qu'il cachait serait, avec le temps, mis à nu. Le lendemain matin, pâle et friable, le gel s'accrochait encore obstinément aux haies et aux allées du jardin. Un silence régnait sur Monkshood, comme si le village lui retenait son souffle. La nouvelle de la mort d'Arthur Blackwood s'était propagée de chaumière en chaumière, et à l'heure du petit déjeuner, le sujet était devenu le seul sujet de discussion. Pourtant, si la plupart des voix tremblaient de spéculation et d'effroi, 1 ou 2 expriment une certaine joie, comme si un hiver morne était soudain devenu plus excitant. Miss Marple, qui ne laissait jamais le drame la distraire de la routine domestique, était assise avec son thé et une tranche de pain grillé bien beurré en lisant son courrier du matin. Une lettre de son neveu Raymond contenait son habituel mélange d'airs littéraires et de plaintes pratiques, qu'elle lut avec une affection indulgente. Elle la plia soigneusement, avant de se lever pour nourrir son canari et ranger son salon. Sa matinée n'avait rien d'extraordinaire, si ce n'est que ses pensées revenaient sans cesse à la salle paroissiale, aux corps à moitié cachés sous le houx et le lierre, et au visage des villageois à cet instant terrible.
En milieu de matinée, l'inspecteur Graves effectuait sa ronde dans Monkshood, accompagné d'un agent de police portant un épais carnet. Sa présence officielle apportait à la fois réconfort et inquiétude. Les villageois avides de discuter l'accueillent avec empressement à leur porte, tandis que ceux qui avaient des raisons d'être nerveux feignaient d'être absorbés par leur corvée, même si leurs yeux trahissaient leur écoute. Graves était minutieux, mais il était un homme habitué à rechercher le concret et non le psychologique. Il cherchait la corde, l'empreinte de pas, le témoin qui avait aperçu un inconnu suspect. Miss Marple, marchant discrètement le long de la grande rue avec son panier à provisions, remarqua cette tendance avec un léger intérêt. L'inspecteur rassemblait ses informations comme autant de brindilles, mais sans précaution. Le nid qu'elle formait risquait de se révéler complètement erroné. Chez le marchand de fruits et légumes, elle trouva Madame Banbury en pleine conversation animée avec Madame Price. Elles étaient penchées sur les pommes, mais aucune ne semblait disposée à en acheter. Étranglée, j'ai entendu dire, avec sa propre écharpe, disait Madame Banbury, et dans la salle paroissiale en plus. Si ce n'est pas un avertissement sur l'état du monde, je ne sais pas ce que c'est, Madame Price soupira lourdement. On dit que c'est arrivé vite, le pauvre. Mais quel scandale, Madame Banbury, sous les yeux de tous, sans que personne ne s'en aperçoive. Miss Marple glissa son panier sur le comptoir et demanda un demi-livre de carottes. Son expression douce, Madame Banbury, prompte à saisir une oreille nouvelle, se tourna vers elle. Vous étiez là, Miss Marple, n'est-ce pas? Assise comme d'habitude, si silencieusement que ça. Aviez-vous remarqué quelque chose d'anormal avant que ça arrive? Oh, mon Dieu, dit Miss Marple avec une pointe de surprise. Je ne peux pas dire que je l'ai fait, sauf, bien sûr, que le colonel Hewitt semblait plutôt mal en point. Mais c'est souvent le cas des militaires, lorsqu'ils se retrouvent dans des bazars. Son ton était doux comme un soupir, et pourtant elle observait avec précision la lueur dans les yeux de Madame Banbury. Les ragots n'aimaient rien, tant que de s'attacher à un nom, et celui du colonel ferait bien l'affaire en attendant qu'un autre candidat se présente. Dehors, l'inspecteur se dirigeait déjà vers le portail du colonel. Miss Marple, s'arrêtant devant la porte du marchand de légumes, observait discrètement les deux hommes échanger des saluts secs. Elle imaginait le témoignage du colonel indigné, sur la défensive, son honnêteté aiguisée jusqu'à la belligérance. Graves notait tout avec son crayon émoussé, mais savoir s'il comprenait était une autre histoire. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves arrive au presbytère pour parler à monsieur et madame Lester. Mademoiselle Marple, invitée par madame Lester à prendre une tasse de thé pour calmer ses nerfs, était présente. Elle tricotait d'un pas ferme lorsque l'inspecteur entra, poli mais ferme. « Vous étiez tous les deux à proximité pendant la tombola, » commença-t-il. « Avez-vous vu quelqu'un flâner près de la porte de la sacristie avant la découverte du corps ?» Madame Lester se tord les mains. « Je comptais les billets, inspecteur. J'ai à peine levé la tête. Oh, si seulement je m'étais regardé. » Sa voix tremblait de culpabilité et d'impatience à la fois. Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Je regrette de dire que j'étais occupé à saluer les paroissiens. Mais j'ai remarqué que M. Blackwood semblait, comment dire, troublé, distrait, comme si quelque chose pesait sur lui. Il hésita, puis ajouta « Il m'a parlé une ou deux fois en confidence, mais je suis tenu à la discrétion. » Le pauvre homme était effrayé. « Peur de quoi ?» insista Graves. « Je ne peux pas le révéler, » dit fermement le vicaire. Pourtant, Miss Marple remarqua le léger tremblement de ses doigts, tandis qu'ils tapèrent la coudoir de son fauteuil. Elle reconnaissait les signes d'un homme tiraillé entre le devoir et le désir tenace de se confier. Après le départ de l'inspecteur, madame Lester serra la main de son invité. « Oh, Miss Marple, comme tout cela est affreux. Ils pensaient c'est un meurtre ici à Monkswood, et Arthur Blackwood est un homme tellement énergique, même si je l'ai toujours considéré comme quelqu'un de bien, pas vraiment du genre à qui l'on fait confiance. N'êtes-vous pas d'accord ?» Miss Marple lui tapota la main avec la compassion d'une grand-mère. « On rencontre toutes sortes de personnes dans la vie, ma chère, et il faut se garder de les juger trop vite. Les gens se révèlent souvent bien différents lorsqu'on connaît leur situation. » En rentrant chez elle par les ruelles glacées, Miss Marple repensa aux fragments qu'elle avait rassemblés.
Le colonel Hewitt, Madame Banbury, pleine de ressentiment et de franchise, trop désireuse de dramatiser M. Endicott avec ses griefs contre les haies, le vicaire qui gardait des secrets en son fort intérieur, et bien sûr le goût du scandale de la veuve Banbury. Chacun avait joué son rôle à la Winter Garden Party. Chacun avait réagi d'une manière qui trahissait de petites vérités, même sous le couvert de la bienséance. Ce qui la frappa le plus, cependant, ce ne fut pas ce qu'ils avaient dit, mais ce qu'ils avaient omis de mentionner. Personne n'avait remarqué la faible trace de terre collée aux bottes de Blackwood, même si le regard de Miss Marple s'y était posé aussi naturellement que sur un grain de poussière sur la table de son salon. Il n'était donc pas venu directement dans le hall, comme beaucoup le supposaient. Où était-il avant son entrée théâtrale, et pourquoi avait-il choisi un lieu aussi festif pour trouver la mort? Ce soir-là, le calme régnait sur la place du village, sous la faible lueur des réverbères. Les rideaux étaient tirés tôt, et les portes verrouillées avec une fermeté née du malaise. Pourtant, dans le petit salon de sa chaumière, Miss Marple était assise près de son feu, ses aiguilles flamboyant à un rythme régulier. Elle n'était pas perturbée, seulement pensive. Le schéma du comportement humain commençait à émerger, très faiblement, comme une image se dessinant dans les points d'un échantillon. La police poursuivait les étrangers et échafaudait des théories. Les villageois racontent des ragots sur le colonel ou le vicaire. Mais Miss Marple, avec sa compréhension discrète de la faiblesse et de la folie, continuait d'observer. Elle avait vu trop de petits drames de jalousie, de rancune et de désespoir pour se laisser tromper par les apparences. D'après son expérience, la vérité était rarement masquée par le seul silence. Elle était souvent trahie par de minuscules détails, si ordinaires que seuls ceux habitués à la vie de village pouvaient les remarquer. Et avec la mort d'Arthur Blackwood, elle était certaine qu'un tel détail avait déjà échappé à la plupart des regards. Alors que l'horloge sonnait, Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. Quelque part à Monkshood, quelqu'un était assis ce soir avec un secret trop lourd à porter. Et la nature humaine, étant ce qu'elle est, avait tendance à laisser filer de tels secrets tôt ou tard. L'inspecteur Graves était un homme qui se targuait de parvenir à des conclusions pratiques, et, dès le deuxième jour, il avait déjà décidé sur qui porter ses soupçons. Comme il l'avait confié à son agent, il n'était pas un fervent partisan des mystères complexes. On tuait pour des raisons aussi bien simples que répréhensibles, l'argent, la jalousie, la colère, et il trouva en la personne du colonel Hewitt un homme tout à fait capable de ces dernières. La dispute à la Winter Garden Party avait été entendue par plus d'une personne. Madame Banbury ne se fit que trop plaisir, en reprenant les propos du colonel en les embellissant, tandis que Madame Penrose se portait garante de l'air courroucé qu'elle avait aperçu sur le visage de l'officier à la retraite. Même M. Endicott, qui détestait le colonel par principe, reconnut que son ton avait été menaçant. Graves sentit que cela indiquait un tempérament exacerbé par de vieilles rancunes, alors que l'occasion se présentait. Miss Marple, cependant, tranquillement assise dans son fauteuil avec son tricot, pensait autrement. Elle avait vu bien des échauffourées à son époque, dans les salons comme par-dessus les clôtures des jardins, et elle savait que les paroles, aussi virulentes soient-elles, se traduisent rarement en actes, sauf si d'autres motivations étaient présentes. Malgré tout, elle écouta avec un intérêt poli l'inspecteur Graves passer à son cottage en fin d'après-midi pour lui faire part de ses progrès. « C'est clair comme de l'eau de roche, Miss Marple, » dit-il en se frottant la moustache. L'homme s'est violemment disputé, et moins d'une heure plus tard, son adversaire a été retrouvé mort. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour reconstituer les pièces du puzzle. Miss Marple joignit soigneusement les mains. « Je suppose que non, inspecteur. Pourtant, j'ai toujours trouvé l'imagination plutôt utile dans ce genre de situation. Elle explique souvent pourquoi une chose s'est produite juste au moment où elle s'est produite, plutôt qu'à un autre moment. » Elle lui adressa un sourire doux, comme si l'affaire n'avait pas grande importance. L'inspecteur grogna, peu convaincu, mais ses paroles persistèrent tout de même. Pendant ce temps, le village ne tarda pas à désigner le colonel comme le coupable probable. Que Madame Banbury déclarait à qui voulait l'entendre
qu'elle s'était toujours méfiée des militaires, malgré leurs beaux uniformes. Madame Lester confia à Madame Price qu'elle ne parvenait pas à dormir à l'idée qu'un membre de leur congrégation puisse être coupable de meurtre. Même le jeune Peter Hayward, à voix basse, décrivit le colonel à ses camarades de classe comme un homme capable d'étrangler quelqu'un sans réfléchir. Le colonel Hewitt, lui-même, portait le fardeau du soupçon avec une fierté orageuse. Il arpentait le village la tête haute, les épaules en arrière, mais ses yeux lançaient des éclairs dangereux chaque fois qu'il percevait un murmure qui ne lui était pas destiné. À l'auberge, on entendit dire que si quelqu'un le croyait coupable, c'était un imbécile. J'ai mené mes batailles au grand jour, déclaratif, au lieu de rôder dans les salles paroissiales avec un foulard. Pourtant, ces protestations ne contribuèrent guère à apaiser l'opinion. Miss Marple observait tout cela avec un calme détaché. Elle avait remarqué un fait curieux au cours de ces conversations. Ceux qui insistèrent le plus sur la culpabilité du colonel étaient souvent ceux qui s'étaient disputés avec Blackwood. Madame Banbury avait été offensée par lui une semaine plus tôt, lorsqu'il l'avait accusée d'être indiscrète. Monsieur Endicott s'était disputé avec lui au sujet de biens. Madame Lester avouait qu'elle se sentait mal à l'aise à chaque fois qu'il s'approchait. Pourtant, aucun d'eux ne semblait considérer ses propres griefs comme suffisants pour éveiller les soupçons. Il était bien plus facile, songea Miss Marple, de rejeter la faute sur un homme dont on connaissait le caractère. L'inspecteur Graves poursuit le colonel avec détermination. Il visita la maison de Hewitt, examina ses bottes et lui demanda où il se trouvait au moment précis où Blackwood était censé être mort. Les réponses du colonel furent franches. Il était sorti prendre l'air, dit-il, après la dispute, et avait fait le tour du cimetière. Il n'avait vu personne près de la sacristie et n'était revenu que lorsque le tumulte avait éclaté. C'était un alibi fragile, et l'inspecteur plissa les yeux devant son imprécision. Pourtant, aucune écharpe ni arme ne furent retrouvées sur le colonel, ni aucune trace de lutte sur ses mains. Graves fut forcé d'admettre, en privé du moins, que l'affaire n'était pas encore suffisamment solide pour justifier une arrestation. Mais, à ses yeux, le colonel restait le choix le plus logique. Miss Marple, flânant devant le cimetière ce soir-là, laissa son regard dériver sur le sol gelé. Le gel avait conservé des traces de pas à des endroits désormais flous par les nombreux allers-retours, mais elle remarqua un détail qui la fit s'arrêter. Des marques menèrent de l'arrière de la sacristie vers les buissons, des empreintes plus légères, comme si quelqu'un avait porté un fardeau. Ce n'étaient pas de grandes empreintes, ni particulièrement lourdes. Celles d'une femme peut-être, ou d'un homme de petite taille. Certainement pas la démarche robuste du colonel. Elle rangea cette observation sans rien dire. Le lendemain, l'inspecteur Graves convoqua une petite réunion au presbytère. Les principaux témoins étaient invités Madame Banbury, Madame Penrose, Monsieur Endicott et le colonel lui-même. Mademoiselle Marple, présente à l'invitation du vicaire, prit sa place habituelle, discrète, près du feu. Elle tricota, tandis que l'inspecteur exposait ses conclusions, d'une voix assurée et autoritaire. « Il est clair, a-t-il déclaré, que M. Blackwood s'est disputé publiquement avec le colonel Hewitt. Il a été retrouvé mort peu après. Plusieurs témoins peuvent attester des propos véhéments du colonel. Inutile de vous rappeler que l'occasion et le mobile sont les pierres angulaires de toute enquête. » Madame Banbury, hochant vigoureusement la tête, murmura tout à fait, « Inspecteur, tout à fait. » Mais les yeux de Miss Marple, toujours fixés sur son tricot, remarquèrent une lueur de triomphe dans l'expression de la femme. Ce n'était pas du chagrin, ni même une peur. C'était une satisfaction à peine voilée. C'était, pensa Miss Marple, plutôt révélateur. M. Endicott s'éclaircit la gorge. « Si vous me le permettez, inspecteur, je me dois de préciser que M. Blackwood avait des différends avec la moitié du village. Il n'était pas homme à ménager les autres. On pourrait presque dire qu'il était dans sa nature de provoquer le ressentiment. C'est tout à fait vrai, ajouta le vicaire. J'ai moi-même eu connaissance de certaines confidences qui suggéraient qu'il était sous pression. Pourtant, je ne peux pas croire que le colonel Hewitt, malgré son caractère, ait pu commettre un acte aussi odieux. Le colonel Hewitt lui-même se leva, la voix sèche. Je vous l'ai déjà dit, inspecteur, et je vous le répète, j'ai peut-être parlé durement,
mais je ne me suis jamais abaissé au meurtre. Si vous êtes déterminé à faire de moi votre bouc émissaire, vous n'obtiendrez rien de plus de moi. » Sur ces mots, il sortit, ses bottes résonnant sur le carrelage du presbytère. Le silence retombe sur lui. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Elle voyait où ce chemin menait à une arrestation opportune, à la satisfaction des ragots, à la conviction apaisante que le danger était contenu. Mais elle savait qu'il n'en était rien. Le colonel Hewitt n'était pas homme à étrangler avec des foulards dans les coins de la sacristie. Sa colère était trop ouverte, son orgueil trop rigide. Un meurtre exigeait une ruse différente, celle qui se dissimulait sous les sourires et les bavardages. Alors que l'inspecteur conclut la réunion, Miss Marple rassembla ses affaires. Elle fit ses adieux avec douceur, puis rentra chez elle par les ruelles glacées. On allumait les lampes, et de la fumée s'élevait des cheminées dans le ciel qui s'assombrissait. C'était en apparence une soirée ordinaire. Pourtant, sous la surface, la tension montait d'heure en heure, car Miss Marple avait déjà entrevu un fil conducteur dans la vie de Monkshood. Le colonel était le suspect commode, certes, mais la commodité s'accordait rarement avec la vérité. Quelque part parmi les villageois les plus discrets, quelqu'un s'accrochait à un secret, attendant de voir si les soupçons persistent. Et dans ce silence résidait le premier véritable indice. Le lendemain de la réunion de l'inspecteur Graves au presbytère, le temps était humide et brumeux, le gel cédant la place à une bruine âcre qui laissait les haies ruisselantes et les pavés glissants. Les villageois, réticents à sortir, s'attardaient à l'intérieur, leurs rideaux frémissant par intermittence, tandis qu'ils bavardaient au petit déjeuner. La sortie tumultueuse du colonel du presbytère avait alimenté les spéculations. À présent, la moitié du village l'avait convaincue au plus profond d'elle-même, l'autre moitié, bien que plus prudente, ne pouvait nier que sa querelle avec Blackwood pesait lourdement sur les événements. Miss Marple, cependant, ne laissa pas ce consensus influencer son jugement. Elle savait trop bien que les ragots ne remplaçaient guère la vérité. Elle s'intéressa plutôt aux détails, aux petites choses que les voix plus fortes ignoraient. Ce matin-là, elle se rendit à la salle paroissiale sous prétexte de livrer un plateau de gâteaux aux graines pour les assistants paroissiaux de Madame Lester. En réalité, elle souhaitait revoir l'arche de la sacristie, où le corps de Blackwood avait été retrouvé. La salle, encore légèrement parfumée de conifères et de cire, paraissait bien différente, sans l'agitation de la garden party. Les tables étaient vides, les chaises empilées, les couronnes retirées. Pourtant, le regard de Miss Marple fut immédiatement attiré par le coin où le houx et le lierre avaient été disposés. La verdure, autrefois festive, avait été brutalement écartée par la police. Quelques brins restaient écrasés au sol. Elle se baissa pour en ramasser un et l'examina avec un léger intérêt. Ses feuilles pointues portaient de légères traces de terre, inhabituelles pour du houx coupé et préparées pour être exposées. Elle regarda plus loin. Au pied de la porte de la sacristie, sur la marche de pierre usée, elle remarqua quelque chose de petit et brillant. Un bouton, nacré et délicatement travaillé, complètement déplacé sur le sol froid. Elle le tient entre ses doigts. Il ne venait pas des vêtements de Blackwood. Son manteau était orné de lourds boutons de laiton. Il ne pouvait pas non plus appartenir à la tenue militaire du colonel Hewitt. C'était un objet délicat, plus adapté à un cardigan ou à un chemisier féminin. Miss Marple glissa soigneusement le bouton dans son mouchoir. Elle n'en parla pas à Madame Lester, qui parut troublée à son arrivée. « L'inspecteur Graves hante la sacristie », dit Madame Lester avec un sourire nerveux. « Il insiste sur le fait que le meurtrier a dû s'infiltrer par la porte de derrière. C'est si affreux de penser à la violence ici, dans ce lieu de culte même. »« Oui, en effet, » murmura Miss Marple. Son regard, cependant, se porta sur le bureau du vicaire, de l'autre côté du couloir, où elle aperçut M. Lester en conversation avec l'inspecteur Graves. Leur voix était basse, mais elle en percevait des bribes. Des confidences tendues ne pouvaient rester éternellement secrètes. Visiblement, le vicaire était tiraillé, sa conscience luttant entre le secret et le devoir. Plus tard dans la journée, Miss Marple rencontra Madame Penrose près du bureau de poste. La femme corpulente
serrait son parapluie avec une agitation inhabituelle. « Eh bien, Miss Marple, s'exclama-t-elle, je suppose qu'ils vont arrêter le colonel d'un jour à l'autre. Non pas que je trouve cela sage. Les hommes comme lui ne se laissent pas faire. Mais croyez-moi, c'était forcément lui. Peut-être, dit Miss Marple avec douceur, pourtant. Je pense souvent que les choses ne sont pas aussi rigides qu'on le croit. Voyez-vous, les gens agissent parfois de manière surprenante quand on les comprend mieux. Elle esquissa un sourire doux que Madame Penrose trouva vaguement déconcertante. Sur le chemin du retour, Miss Marple s'arrêta près du chemin menant à Gull's Cottage, où Blackwood avait logé. Elle savait qu'il était désormais verrouillé, mais le portail du jardin était légèrement entr'ouvert. En s'approchant, elle remarqua que le sol du chemin était retourné par endroits, comme si quelqu'un avait creusé ou piétiné à la hâte. Un brin de lierre gisait au sol, fraîchement coupé. De tels détails auraient semblé insignifiants pour la plupart, mais Miss Marple les conservait précieusement. Ce soir-là, l'inspecteur Graves s'arrêta une fois de plus à son cottage. Il semblait vexé, son carnet chargé de déclarations contradictoires. Il avait apparemment tous eu une dispute avec cet homme, admit Hill, le colonel le plus bruyamment, mais les autres non moins acerbes. Blackwood avait des dettes, semble-t-il, et avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Néanmoins, je dois me concentrer sur les preuves les plus évidentes. Tout le reste n'est que spéculation. Miss Marple lui sert une tasse de thé d'un air compatissant. Inspecteur, la spéculation peut parfois être le début de la vérité. Par exemple, si un homme est retrouvé étranglé avec son propre foulard, on pourrait supposer que le meurtrier a agi avec précipitation, utilisant ce qui était à portée de main. Ou bien elle marque une pause délicate, on pourrait penser que le foulard avait été choisi précisément pour donner cette impression. Graves fronça les sourcils, incertain de la manière dont il devait interpréter ses paroles. Vous voulez dire que quelqu'un a planifié ça pour paraître opportuniste? Mais oui, dit Miss Marple sereinement, ce genre de choses arrive. La nature humaine aime les déguisements, inspecteur. Un peu comme votre agent de police à la fête l'été dernier, qui pensait pouvoir gagner le duel des noix de coco en faisant semblant de ne pas être un grand lanceur. Mais son attitude l'a trahi. L'inspectrice cligna des yeux, incertaine de sa fantaisie ou de sa profondeur. Miss Marple se contenta de sourire et lui offrit une part de gâteau aux graines. Lorsqu'il est parti, elle tira le petit bouton de son mouchoir et l'examina une fois de plus à la lumière de la lampe. Le fil de sa couture, d'un bleu pâle, s'accrochait encore faiblement. Elle pensa aux femmes présentes à la soirée. Madame Bambury dans sa robe de serge sombre, Madame Penrose en tweed, Madame Lester en laine gris tourterelle. Aucune d'elles, à sa connaissance, n'avait porté un tel cardigan. Pourtant, elle se souvenait d'autre chose. Mademoiselle Clara Dunn, la nièce de l'institutrice, était présente, vêtue d'un chemisier bleu fermé par des boutons nacrés. La jeune fille était timide, se tenant discrète. Mais elle avait brièvement discuté avec Blackwood près de la sacristie. Comme le rappelait Mademoiselle Marple, pourquoi n'avait-elle pas mentionné cela dans sa déclaration? Et pourquoi, se demandait Miss Marple, son regard s'éveillait-il avec une telle nervosité chaque fois que le nom de Blackwood était prononcé? L'indice caché était petit, facile à ignorer. Un bouton, perdu dans la précipitation. Mais pour Miss Marple, il symbolise l'insouciance humaine, celle qui trahit même le plus rusé des mensonges. Elle le glissa dans son mouchoir avec l'air de cacher une fleur secrète et retourna à son tricot au coin du feu. Dehors, la bruine continuait de tomber, tapotant régulièrement les vitres. À l'intérieur, les aiguilles de Miss Marple cliquèrent à un rythme tranquille, son esprit tissant des motifs aussi complexes que ses poings. Le village parlait peut-être du colonel, mais elle savait qu'il n'en était rien. Quelque part dans l'enchevêtrement des vies de Monkswood, une jeune femme avait laissé tomber plus qu'un bouton. Elle avait laissé tomber le premier fil, qui, suivi avec attention, pouvait défaire toute la tapisserie. 2 jours après la découverte du corps d'Arthur Blackwood, la bruine céda la place à un soleil clair et humide. Le village, bien qu'en apparence inchangé, conservait une certaine tension. Les gens s'arrêtaient pour faire leurs courses. Les voix baissaient lorsqu'on prononçait des noms, et les voisins,
qui autrefois échangeaient des salutations faciles, le faisaient désormais avec un regard prudent, comme s'ils se demandaient quel secret l'un de l'autre pouvait bien cacher. L'inspecteur Graves n'avait pas encore procédé à l'arrestation, bien que le colonel fût son suspect privilégié. Ce retard ne fait qu'aiguiser l'appétit pour les ragots. Tous les villageois semblaient impatients de discuter de qui d'autre avait pu se disputer avec Blackwood, et leurs conversations en révélèrent plus qu'ils ne le pensaient. Un après-midi, Miss Marple, assise sereinement dans le salon de Madame Price, écoutait son hôtesse servir le thé et se confier avec délectation. « Vous avez dû entendre, Miss Marple, que Blackwood était endetté. Pas de simple broutille, d'ailleurs. Monsieur Endicott avait confié à mon cousin que cet homme devait de l'argent dans tout le comté. Des promesses parmi, des poignées de main par là, mais jamais un sou remboursé. On n'aime pas en parler ouvertement, bien sûr, mais c'est la vérité. Comme c'est gênant, murmura Miss Marple en remuant doucement son thé. Les dettes rendent les gens si anxieux, n'est-ce pas? J'ai connu de nombreux voisins qui se sont retrouvés désespérés pour quelques livres et shillings. Madame Price hocha la tête d'un air entendu, satisfaite de ses connaissances. Exactement. Et certains disaient que Blackwood avait été jugé pour avoir menacé ceux qui le pressaient trop. Un homme vraiment épouvantable. Miss Marple cacha l'information. Les dettes expliquaient l'aigreur du notaire Endicott, et peut-être le ressentiment muet de Madame Penrose. Après tout, l'argent avait renversé bien des hommes et entraîné d'autres dans des actes irréfléchis. Plus tard dans la journée, Miss Marple se dirigea vers Gull's Cottage. Bien que fermé par la police, le jardin restait à l'abandon, le portail entrouvert. Elle y rencontra M. Endicott en personne, debout, raide, son chapeau enfoncé. Il sursauta lorsqu'elle le salua. « Bonjour, Monsieur Endicott. Dommage que le jardin de M. Blackwood soit déjà bien négligé. » Les lèvres de l'avocat se pincèrent. « Pitié n'est pas le mot que je choisirais, Miss Marple. » Cet homme était pénible. Il se croyait habile en affaires, mais n'avait aucun scrupule. Il coupa court, puis ajusta ses gants. « Eh bien, peu importe maintenant. »« Peut-être pas, » dit doucement Miss Marple. « Mais parfois, ce qui importe peu à l'un peut en importer beaucoup à l'autre. La nature humaine est curieuse à cet égard. » Il lui lança un regard sévère, puis tourna les talons et s'éloigna avec plus de force que nécessaire. Ce soir-là, Miss Marple reçoit une visite inattendue. Clara Dunn, la nièce de l'institutrice, arrive à son cottage pâle et hésitante. Elle avait toujours été timide, mais ce soir-là, sa nervosité semblait plus vive. « J'espère ne pas vous déranger, Miss Marple, » dit-elle en tordant ses gants. « C'est juste que je me demandais si je pouvais m'asseoir avec vous un moment. Tout me paraît si horrible depuis que c'est arrivé. »« Bien sûr, ma chère, » dit gentiment Miss Marple en posant son tricot. « Assieds-toi près du feu. Une tasse de chocolat te fera du bien. » Clara accepta, mais ses mains tremblaient en soulevant la tasse. « Je n'arrive pas à dormir, » admit-elle doucement. « Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois dans le couloir. Et je me dis que si seulement j'étais parti plus tôt. J'ai failli le faire, vous savez. Mais M. Blackwood a demandé à me parler. » Le regard de Miss Marple, bien que doux, était perçant. « Vraiment, ma chère? Et que voulait-il dire ?» Clara rougit, les yeux baissés. « Ce n'était rien, juste à cause d'une leçon que j'aidais. Je lui ai dit que je ne devais pas rester, mais il a insisté. Oh, j'aurais dû rentrer directement à la maison. » Miss Marple tendit la main pour la tapoter. « Tiens, tiens, il ne faut pas se faire de reproches. On impose souvent sa compagnie aux autres. Il est rarement sage de s'attarder, mais on ne peut pas toujours savoir ce qui se cache derrière l'insistance d'autrui. » Clara hocha la tête, retenant ses larmes. Pourtant, Miss Marple remarqua qu'elle évitait son regard, que ses doigts se crispent sur la tasse de cacao comme si elle tenait quelque chose de plus lourd. Quand enfin la jeune fille partit, Miss Marple resta longtemps pensive. Ce jour-là, le chemisier de Clara était fermé par des boutons nacrés, ceux-là même qu'elle avait trouvés à la sacristie. Et la réticence de Clara à parler de sa conversation avec Blackwood suggérait plus qu'une simple nervosité. Le lendemain matin, l'inspecteur Graves convoqua une nouvelle enquête à l'auberge, déterminée à aller de l'avant. Madame Bambury, Madame Penrose, Monsieur Endicott et plusieurs autres personnes se réunirent dans la salle à manger,
leurs expressions mêlant empressement et appréhension. Mademoiselle Marple, assise tranquillement dans un coin, était présente sur les instances de Madame Lester. Graves commença sans détour. « J'ai appris que M. Blackwood devait de l'argent dans ce village. Des sommes considérables. Je vous demande à chacun de me dire clairement si vous lui avez prêté quelque chose ou si vous avez eu des raisons de vous disputer avec lui à ce sujet. » Madame Penrose se hérissa. « Je n'ai pas l'habitude de prêter de l'argent à des inconnus, inspecteur. Pourtant, il s'est approché de moi. Il m'a promis de rembourser sous 15 jours si je lui avançais 5 livres. Naturellement, j'ai refusé. M. » Endicott a ajusté ses lunettes. « Je lui ai prêté de l'argent. Contre mon bon sens, je l'avoue. Il m'a insisté en me promettant une vente immobilière. C'était absurde. J'ai exigé un remboursement la semaine dernière. Il est devenu évasif et en colère? Grave pressé, peut-être. Mais je vous assure, inspecteur, que je n'ai joué aucun rôle dans sa mort. » Madame Banbury, saisissant sa chance, ajouta « Il m'a demandé de l'argent, pensant trop que j'en avais plus que je ne le laissais paraître. Je lui ai clairement dit que je ne me séparerais pas d'un sou. Il s'est emporté, m'accusant de l'espionner. Oh, c'était affreux. » Tandis que chacun parlait, Miss Marple observait leur visage. L'indignation de Madame Penrose avait un air d'orgueil blessé. L'amertume de Endicott était teintée de honte, et le récit de Madame Banbury contenait, comme toujours, plus de délectation que de tristesse. Pourtant, le détail qui intéressait le plus Miss Marple restait muet. Aucun d'eux ne m'avoua avoir vu Clara Dunn avec Blackwood ce jour-là. Soit ils n'avaient rien remarqué, soit ils avaient choisi de se taire. À la fin de la réunion, les esprits s'échauffèrent. Madame Penrose accusa Madame Banbury d'exagération. Monsieur Endicott murmura que le colonel était toujours le coupable, le plus probable. Au milieu de tout cela, Miss Marple s'éclipsa sans se faire remarquer. Elle préférait laisser les autres à leur querelle. La nature humaine, songea-elle, était rarement aussi révélatrice que lorsqu'elle s'exhibait lors de confrontations mesquines. En rentrant chez elle sous la faible lumière du soleil, elle réfléchit à ce qu'elle avait appris. Blackwood avait beaucoup emprunté, suscitant le ressentiment partout où il se tournait. Il s'était disputé publiquement avec le colonel, oui, mais il avait aussi fait pression sur d'autres en privé, par des menaces et des promesses. Parmi ceux qui lui résistaient, l'amertume persistait, et parmi ceux qui cédaient, la honte couvait. Ces deux situations pouvaient être un terreau fertile pour la violence, mais l'esprit de Miss Marple revint au bouton dans son tiroir à mouchoirs et au visage pâle de Clara près du feu. Des secrets refirent surface à Monkshood, mis en lumière par la mort de Blackwood. Pourtant, elle soupçonnait que le secret, le plus important, était toujours serré contre elle par une main tremblante, attendant le moment où il ne pourrait plus être caché. La brume s'était dissipée vers le milieu de la semaine, laissant Monkshood sous un soleil pâle et humide. Pourtant, si le ciel semblait plus clair, l'ambiance au village restait terne. Les enquêtes de l'inspecteur Graves avaient ravivé les griffes comme des feuilles ramassées sur un sol humide, révélant à parts égales amertume et honte. Pourtant, aucune arrestation n'avait eu lieu, et les villageois murmuraient avec inquiétude qu'un meurtrier errait librement parmi eux. Miss Marple, vaquant tranquillement à ses occupations habituelles, savait que la police était agitée. Graves restait convaincu de la culpabilité du colonel Hewitt, même s'il manquait de preuves suffisamment solides pour agir. D'autres chuchotaient à propos de M. Endicott, de Madame Penrose, ou même du jeune Peter Hayward, avec une exagération absurde. Mais sous tout cela, Miss Marple percevait un malaise plus profond. Quelque chose qui n'avait pas encore été exprimé, mais qui se faisait sentir aux confins de la vérité. C'est durant cette accalmie tendue qu'un autre trouble secoua le village. Un matin de bon matin, Madame Lester se hâta de rejoindre la chaumière de Miss Marple, le visage pâle d'agitation. « Ma chère Miss Marple, » s'exclama-elle en joignant les mains, « vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. La sacristie a été cambriolée pendant la nuit. » Miss Marple posa calmement son tricot. « Cambriolée, ma chère, c'est très inquiétant. Et a-t-on volé quelque chose »
Madame Lester se pencha, baissant la voix comme si les haies elles-mêmes écoutaient. La police est là, mais il semble que quelqu'un ait forcé la serrure de la sacristie. Le placard où sont conservés les registres paroissiaux a été ouvert et des papiers éparpillés un peu partout. Rien de très précieux, mais c'est étrange, n'est-ce pas, que quelqu'un puisse fouiller là si tôt après le meurtre. Étrange, en effet, murmura Miss Marple, le regard perçant. On pourrait supposer que ce n'étaient pas les archives elles-mêmes qu'il cherchait, mais quelque chose de caché parmi elles. À la sacristie, l'inspecteur Graves était de mauvaise humeur. Il arpentait la pièce en aboyant des ordres à ses agents, tandis que le vicaire se tordait les mains à la vue de ses papiers éparpillés sur le sol. Miss Marple, se glissant discrètement à l'intérieur, observa la scène d'un œil exercé. La porte du placard était pendue de travers, la serrure brisée. Des registres de parchemin gisaient sur les dalles de pierre, flottant faiblement dans le courant d'air. Graves se tourna brusquement vers elle. Une autre fichue nuisance, Miss Marple. Un imbécile, sans doute. Il pensait qu'un trésor était caché dans un placard d'église. Miss Marple sourit doucement. « Les garçons sont souvent bêtes, inspecteur, mais ils s'embarrassent rarement de serrures, quand les fenêtres sont plus faciles à ouvrir, et ils cherchent rarement des papiers. Non, je pense que cet intrus savait peut-être précisément ce qu'il voulait. Ses paroles le troublaient, mais il le dissimula par un grognement. Il ordonna aux agents de ramasser les papiers, murmurant qu'il avait perdu du temps. Pourtant, les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur le sol près du placard. Parmi les pages éparses, gisait un morceau d'enveloppe déchiré, dont le bord était déchiré à la hâte. Elle se pencha pour le ramasser, inaperçue dans le brouhaha. L'écriture, bien que fragmentaire, portait un nom qu'elle reconnut Arthur Blackwood. Elle glissa discrètement le morceau dans son sac. Le cambriolage devint rapidement le nouveau sujet de conversation de Monkshood. À la poste, les villageois murmurèrent que le voleur cherchait sans doute les dettes de Blackwood. À l'auberge, d'autres insistèrent sur le fait que c'était la preuve que le colonel était revenu pour dissimuler sa culpabilité. D'autres encore laissèrent entendre que les secrets de Blackwood pourraient toucher des personnes plus haut placées que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce soir-là, les rumeurs enflèrent encore lorsque M. Endicott arriva à l'auberge, visiblement secoué. Devant une chope de bière, il confia à l'Assemblée que certains documents qu'il avait prêtés à Blackwood figuraient peut-être parmi les archives du vicaire. « C'était une affaire, dit-il sèchement. Je lui ai confié des traités bêtement pour un projet dont il promettait la réussite. Si ces documents tombaient entre de mauvaises mains, ce serait très dommageable. » Cette révélation fit des vagues dans la salle. Madame Bambury ne tarda pas à la répéter à travers le village. Au matin, la moitié de Monkshood crut que Endicott lui-même s'était introduit dans la sacristie pour récupérer les papiers compromettants. Les protestations d'innocence de l'avocat ne firent qu'accentuer sa culpabilité. Miss Marple, cependant, envisageait la situation différemment. Elle se souvenait de la visite inquiète de Clara Dunn, de sa réticence à parler de sa conversation avec Blackwood. Elle se souvenait aussi du bouton nacré près de la sacristie et du lierre fraîchement coupé près de Gull's Cottage. Si l'on ajoute à cela le cambriolage, cela suggérait non seulement des dettes et des querelles, mais aussi quelque chose de délibérément caché, peut-être même une lettre que Blackwood avait conservée comme arme. Le lendemain, alors, que le village bourdonnait encore de rumeurs concernant Endicott, Miss Marple rendit visite à Clara, sous prétexte de livrer de la laine à tricoter à l'institutrice. Clara la salua nerveusement, le visage pâle. « Ma chère, dit gentiment Miss Marple, ne prenez pas cet air surpris. J'ai simplement pensé que vous apprécierez un peu de compagnie. » Elle posa son panier et sortit son tricot, ses aiguilles claquant doucement. De tels désordres nous perturbent tous. Une effraction à la sacristie, si peu de temps après la mort du pauvre M. Blackwood, laisse songeur. Les mains de Clara tremblaient, tandis qu'elle pliait une pile de cahiers. « Oui, Miss Marple, c'est épouvantable. Bien sûr, celui qui a forcé le placard devait chercher quelque chose de précis
poursuivit Miss Marple de son ton doux et songeur. Peut-être une lettre? Les lettres peuvent être si dangereuses, vous ne trouvez pas? Elles contiennent souvent des mots qu'on donnerait beaucoup pour cacher. Clara retient son souffle. Elle pencha vivement la tête, faisant mine de trier les livres. Mais Miss Marple vit une rougeur révélatrice lui monter au cou. Elle n'insista pas davantage. Ce n'était pas son genre. Au lieu de cela, elle se leva, au bout de quelques minutes, et tapota l'épaule de Clara avec une affection de grand-mère. « Prends soin de toi, ma chère. Les secrets sont lourds pour les jeunes épaules. » En retournant à son cottage, Miss Marple réfléchit tranquillement. L'effraction n'était pas un acte de malveillance aléatoire. C'était une tentative désespérée de récupérer un élément liant l'intrus à la mort de Blackwood ou à ses manigances. Clara Dunn était empêtrée d'une manière certaine. Que ce soit volontairement ou sous la pression, cela restait à voir. Cette nuit-là, le village régnait dans un silence pesant. Les rideaux étaient tirés, les lampes éteintes tôt, comme si chaque foyer cherchait à chasser le sentiment de danger qui s'installait. Pourtant, dans le petit salon de Miss Marple, le feu brillait joyeusement et ses aiguilles oscillaient à un rythme régulier. Elle avait vu trop de drames humains pour être effrayée par leur déroulement. Pourtant, même elle ressentait un léger frisson à l'idée que quelqu'un à Monkshood peut être un jeune et effrayé, peut-être un plus âgé et plus impitoyable, jouait un jeu dangereux. Et avec la sacristie détruite, ce jeu avait pris une tournure plus sombre. Tôt ou tard, Miss Marple savait qu'un autre faux pas surviendrait. La nature humaine est ainsi faite, et lorsque cela se produirait, le motif se révélerait plus clairement, comme les fils s'alignant dans la trame d'un échantillon. La sacristie demeura le principal sujet de conversation à Monkshood pendant des jours. Les villageois spéculent sans fin sur ce qui avait bien pu être recherché. Certains y affirmaient que le colonel Hewitt était revenu à la faveur de la nuit pour détruire des preuves contre lui. D'autres insistaient sur le fait que M. Endicott était le coupable, déterminé à récupérer ses transactions commerciales inconsidérées des mains de Blackwood. D'autres encore murmuraient que toute cette affaire laissait présager quelque chose de plus grave, un scandale que personne n'osait nommer ouvertement. L'inspecteur Graves, cependant, était devenu irritable face à l'absence de progrès. Ses soupçons envers le colonel demeuraient tenaces, mais la nervosité du notaire le rongeait également. Il ne pouvait ignorer la possibilité que Endicott, embarrassé par des prêts inconsidérés, ait pris une mesure dangereuse pour réduire Blackwood au silence. L'inspecteur passa des heures dans le bureau du notaire, n'en ressortant qu'avec la certitude que les comptes de Endicott étaient confus et que son orgueil était à vif. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait ses propres investigations à sa manière calme. Elle rendit visite à Madame Penrose, sous prétexte d'admirer ses roses d'hiver, et écouta la femme critiquer d'un ton sec l'impolitesse du colonel. Plus tard, elle s'attarda chez l'épicier suffisamment longtemps pour surprendre Madame Bambury, qui répétait une autre version des événements, chaque récit gagnant en couleur là où il perdait en exactitude. Ces petites incursions fournissent à Miss Marple non pas des faits au sens où l'entendait l'inspecteur, mais un tissu de motivation, de faiblesse et de contradictions humaines. Un après-midi, elle se rend au cottage de Gull. La police l'avait encore fermé, mais l'allée du jardin était ouverte, et elle trouva Madame Lester debout non loin de là, contemplant d'un air troublé la maison abandonnée. « Ça a l'air triste, n'est-ce pas ?» dit doucement Miss Marple. La femme du pasteur sursauta puis soupira. « Oui, je ne peux m'empêcher de penser à ce pauvre homme. Quels que soient ses défauts, il ne méritait pas une telle fin. Et pourtant, oh Miss Marple, il a parlé à mon mari plus d'une fois de sujets qui me mettaient mal à l'aise. Il a fait allusion à des lettres qu'il gardait pour sa propre protection. Blackwood disait qu'on ne pouvait pas le toucher tant qu'il détenait certains papiers. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, même s'il s'aiguisa intérieurement. « Les lettres peuvent être très gênantes, ma chère. On écrit parfois plus qu'on ne le devrait. Et quand de tels mots tombent entre les mains d'autrui, c'est parfois très pénible. » Madame Lester pressa son mouchoir avec anxiété. «
Croyez-vous que c'était pour ça qu'il cambriolait? Pour récupérer ses lettres? C'est une possibilité, dit Miss Marple sereinement. Il ne faut jamais sous-estimer jusqu'où les gens sont prêts à aller pour éviter l'embarras. Ou la dénonciation? Ce soir-là, elle reçoit une autre visiteuse hésitante. Clara Dunn apparut à son cottage, pâle comme le clair de lune. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je ne devrais plus vous déranger, Miss Marple, » commença Clara. « Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir rester tranquille. Tout le monde parle, et j'entends parfois mon nom murmurer alors qu'ils pensent que je ne peux pas entendre. » Miss Marple lui versa son chocolat et la pria de s'asseoir. « C'est très malpoli de murmurer ainsi, ma chère, mais ça arrive. Ne te laisse pas trop peser, à moins, bien sûr, que tu aies une raison de craindre ce qu'ils disent. » Les yeux de Clara se remplissent de larmes. « Qu'il avait quelque chose à moi, » avoua-t-elle précipitamment. « Une lettre stupide, stupide de ma part. Je n'aurais jamais cru que cela aurait de l'importance. Mais il l'a gardée, et quand je l'ai supplié de me la rendre, il a ri. Il a dit qu'il l'utilisait si je ne l'aidais pas. » Elle enfouit son visage dans ses mains. Miss Marple posa doucement une main sur son épaule. « Allons, allons, ma fille. Tu n'es pas la première à tomber dans un tel piège. Et j'ose dire que tu ne seras pas la dernière. Les hommes comme Blackwood s'épanouissent en faisant peur aux autres. Mais tu ne dois pas te laisser troubler par la culpabilité. Dis-moi, que t'a-t-il demandé ?» Clara hésite, tordant son mouchoir. Elle garda le silence. Il voulait rencontrer quelqu'un à la fête, en privé près de la sacristie. Il me dit de ne rien dire, même si on me le demandait. Il me promit de me renvoyer ma lettre plus tard. Le regard de Miss Marple devint pensif. « Et a-t-il rencontré cette personne, à votre avis ?» Clara secoua la tête. « Je ne sais pas. Je suis partie avant son retour. Je n'ai pas pu le supporter. Et puis quand j'ai appris ce qui s'était passé, elle a frissonné. » Miss Marple la rassura par de douces paroles, bien que son esprit fût occupé. Voici la confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà. Blackwood avait détenu des lettres comme armes, et l'une d'elles appartenait à Clara. Il avait organisé une réunion secrète à la sacristie, lors même de la fête où il avait été tué. Celui qu'il recherchait devait craindre ce qu'il détenait, et l'avait peut-être réduit au silence pour l'empêcher de refaire surface. Le lendemain, l'inspecteur Graves convoqua une autre assemblée, cette fois dans la salle paroissiale. Les villageois se rassemblèrent à contre-cœur, le visage caché. Graves annonça d'un ton sévère que l'enquête était à un stade critique et qu'il n'hésitait pas à agir sur la base des preuves, aussi douteuses soient-elles. Madame Banbury se pencha avec empressement. « Alors, vous allez enfin arrêter le colonel, inspecteur. » Graves fronça les sourcils. « Aucune arrestation n'a encore eu lieu. Mais je vous préviens que toute nouvelle dissimulation d'affaires avec M. Blackwood sera traitée avec la plus grande sévérité. Nous savons maintenant qu'il possédait des lettres, des documents et des moyens de pression. Toute personne liée à ces affaires est invitée à se manifester. » Un silence pesant s'ensuivit. Les regards se croisèrent, mais aucun ne parla. M. Endicott tira sur son col, Mme Penrose fusilla du regard ses mains jointes, et Mme Lester s'agita, mal à l'aise. Clara, assise au fond, gardait la tête baissée, les joues rouges. Miss Marple observait tout depuis son coin. Elle ne parlait pas, bien sûr. Ce n'était jamais son genre d'intervenir dans de tels moments. Mais elle remarqua la raideur de la posture de Endicott, l'amertume dans la bouche de Penrose et la peur qui serrait les épaules de Clara. La toile se tendait, et bientôt elle sentit qu'elle allait se rompre. Ce soir-là, tandis que le village se retirait derrière les portes verrouillées, Miss Marple, assise dans son salon, méditait sur ce qu'elle avait appris. Le bouton, le lierre, la sacristie brisée, la lettre de Clara, les papiers du notaire, tout cela n'était que des fils conducteurs. Certains étaient vifs et évidents, d'autres ténus et délicats, mais ensemble ils indiquent un schéma de désespoir. La nature humaine, songea Miss Marple, ressemblait beaucoup à son tricot. Un défaut dans un modèle pouvait rester caché un temps, mais il finissait par se révéler. Et lorsqu'il survient, un simple coup suffisait à tout défaire. Elle posa ses aiguilles, joignit les mains et contempla le feu. Il était temps, pensa-t-elle, de donner un petit coup de pouce pour voir quel fil se briserait en premier. Car à Monkshud,
Les secrets remontent à la surface, et un nouveau faux pas était inévitable. La seule question était de savoir qui se trahirait en premier. Le village de Monkshood, déjà agité après la mort de Blackwood et la destruction de la sacristie, semblait désormais habité par un silence d'attente, comme si chacun attendait la prochaine révélation. Les ragots continuaient, bien sûr, ils ne cessaient jamais vraiment. Mais sous les bavardages se cachait un courant plus profond. Les villageois s'observent les uns les autres avec un regard plus perçant, scrutant chaque mot pour en saisir le sens caché. Miss Marple, cependant, avait cessé de se contenter d'écouter les mots. Elle guettait les silences, les petites absences et omissions qui trahissaient plus que des paroles. La confession effrayée de Clara lui avait donné le fil conducteur dont elle avait besoin. Blackwood avait organisé un rendez-vous privé le jour de sa mort, avec l'intention d'utiliser une lettre comme moyen de pression. Quoi que ce soit, il avait de bonnes raisons de se taire à jamais. Reste à savoir qui point l'inspecteur Graves, frustré par l'absence de progrès, insista davantage sur les suspects évidents. Il interrogea une nouvelle fois M. Endicott, exigeant un compte rendu complet de ses transactions avec Blackwood. Il confronta Mme Penrose au sujet des 5 livres qu'on lui avait demandé de prêter. Il retourna même voir le colonel Hewitt, qui réagit avec une telle fureur que l'inspecteur faillit l'arrêter, exaspéré. Pourtant, rien n'apporta de preuves. L'affaire, pour Graves, resta un enchevêtrement de demi-motifs et de témoins peu coopératifs. Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas défier ouvertement l'inspecteur. Elle avait donc conçu sa propre méthode de test. Elle avait toujours cru que la culpabilité se révélait plus clairement non pas sous un interrogatoire sévère, mais sous la douce pression d'une suggestion. Les personnes qui ont des secrets, même légèrement sollicités, se trahissaient par réaction. C'est avec cette idée en tête qu'elle assista au petit goûter de Madame Lester le lendemain après-midi. Soucieuse de rétablir un semblant de vie normale, la femme du pasteur avait invité quelques voisins, Madame Penrose, Madame Banbury, Clara Dunn et, à la grande satisfaction de Mademoiselle Marple, Monsieur Endicott. La réunion se voulait réconfortante, mais elle avait des allures de tribunal. Chaque invité observant les autres avec méfiance par-dessus sa tasse de thé. Miss Marple était assise tranquillement, son tricot à la main, d'une douceur exemplaire. Elle écoutait Madame Banbury raconter une fois de plus sa découverte du corps de Blackwood, s'attardant sur chaque détail. Madame Penrose renifla bruyamment les ornements, tandis que Endicott fronça les sourcils dans sa tasse de thé. Clara restait silencieuse, le visage pâle. Dans un moment de silence, Miss Marple prend la parole de son ton doux et songeur. « Cela laisse songeur, n'est-ce pas, à quel point les lettres peuvent être dangereuses. Le pauvre monsieur Blackwood semble avoir attaché une grande importance à sa collection. Je me demande qui il comptait rencontrer à la sacristie ce jour-là. Il devait s'attendre à ce que cette personne vienne, sinon il n'aurait pas pris le risque d'apporter des papiers aussi compromettants. » Ces paroles résonnèrent doucement dans la pièce, mais leur effet est immédiat. Madame Banbury se pencha avec empressement, exigeant de savoir de quel papier il s'agissait. Madame Penrose rougit et murmura que ce genre de choses ne les concernait pas. La cuillère de Endicott heurta violemment sa soucoupe. Et Clara, la pauvre Clara, laissa tomber sa broderie, les mains tremblantes lorsqu'elle se pencha pour la ramasser. Miss Marple n'ajouta rien. Elle se contenta d'un sourire bienveillant, comme si sa remarque n'avait été qu'un bavardage, mais elle nota chaque réaction et la conserva précieusement. Plus tard, à la fin de la fête, elle s'attarda auprès de Clara. « Ma chère, dit-elle gentiment, ne te laisse pas dominer par la nervosité. Si l'on porte un fardeau, il est souvent plus léger une fois partagé. Les secrets deviennent plus lourds à mesure qu'on les garde. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais elle secoua la tête. « Je ne peux pas, Miss Marple. Je vous en prie, ne me posez pas de questions. » Elle s'enfuit alors, son visage pâle disparaissant dans le crépuscule. Miss Marple rentre chez elle, pensive. La peur de Clara était sincère, mais la peur n'était pas synonyme de culpabilité. L'absence de peur laissait penser qu'elle avait été manipulée, menacée, peut-être même devenue complice involontaire. La véritable main qui avait réduit Blackwood au silence appartenait à quelqu'un de plus impitoyable.
Ce soir-là, Miss Marple prépare son petit test. Il ne nécessitait aucun plan élaboré, simplement le placement judicieux d'un mot au bon moment. Elle s'arrange avec Madame Lester pour organiser une autre réunion, 2 jours plus tard, cette fois pour trier les dons laissés lors de la fête d'hiver. L'inspecteur fut informé, et bien que sceptique, accepta d'y assister discrètement, se contentant de voir ce que la vieille dame allait bien pouvoir faire. L'après-midi, la salle paroissiale était à nouveau remplie de villageois, mais l'atmosphère était désormais tendue plutôt que festive. Des paquets d'écharpes, des pots de confiture et des piles de livres jonchaient les tables. Miss Marple se déplaçait parmi eux avec une efficacité calme, pliante, rangeant, remettant les choses en ordre. Les autres s'activaient sans enthousiasme, leurs bavardages étouffés. Enfin, lorsque tout sembla apaisé, Miss Marple prend la parole, sa voix portant juste assez pour être entendue. « Heureusement, remarqua-t-elle, la police a retrouvé une lettre de M. Blackwood. Ce genre de choses peut être très révélateur. J'ose dire que, lue à voix haute, elle révélera clairement qui avait le plus à perdre. Les mots étaient faux. Une telle lettre avait été retrouvée, mais Miss Marple guettait attentivement la réaction. Elle arriva rapidement. Madame Penrose halta, le visage figé par l'inquiétude. Monsieur Endicott blêmit et s'agrippa au dossier d'une chaise. Clara poussa un cri étouffé, mais ce fut Madame Banbury qui écarquilla les yeux, prise d'une panique flagrante, avant de se maîtriser et de masquer son oubli d'une toux. Le regard serein et fixe de Miss Marple se posa sur elle. Cette simple lueur de peur lui en dit plus que n'importe quelle phrase. La réunion fut bientôt dissoute, les villageois s'éloignant par petits groupes inquiets. L'inspecteur Graves, bien que déconcerté par la tactique de Miss Marple, admit avoir vu les réactions. « Ils étaient tous bouleversés », murmura-t-il. « Mais qu'est-ce que cela prouve ?» La nature humaine est rarement calme lorsqu'on la touche dans ses parties les plus sensibles, répondit doucement Miss Marple. La vérité, inspecteur, c'est comme la crème qui lève quand on la remue. Ce soir-là, seule au coin du feu, elle repensa à la scène. Les réactions lui avaient révélé ce dont elle avait besoin. Clara craignait d'être exposée, non de se sentir coupable. Endicott, elle, craignait la disgrâce. L'orgueil de Madame Penrose fut blessé par cette association. Mais l'inquiétude de Madame Banbury avait la même intensité que celle de quelqu'un qui redoute d'être découvert. Le dernier fil, pensa Miss Marple, était presque prêt à être tiré. Un coup de pouce de plus, et la tapisserie se défait, révélant l'image cachée à l'intérieur. Elle plia soigneusement son tricot, le visage serein. Le moment de la révélation approchait. Le lendemain matin, sombre et gris, une fine brume ondulait sur les haies, comme si le village lui-même souhaitait dissimuler ses secrets. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à se laisser décourager par le mauvais temps. Elle se leva tôt, prépara son thé et réfléchit tranquillement à ce qu'elle avait observé à la salle paroissiale. La lueur de panique dans les yeux de Madame Banbury persistait dans ses pensées comme un fil brillant sur un tissu sombre. D'autres avaient manifesté de la peur, certes, mais celle de Madame Banbury était celle de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher qu'aucun commérage ne pouvait excuser. L'inspecteur Graves, quant à lui, s'impatientait. Il rend visite à Miss Marple ce matin-là, moustache hérissée, carnet à la main. « Eh bien, Miss Marple, dit-il avec une pointe d'exaspération, vous les avez toutes vues, comme moi hier. Des réactions, certes, mais rien de comparable à ce qu'on pourrait présenter devant un tribunal. Je ne peux pas arrêter des gens qui s'exclament à la simple mention d'une lettre. » Miss Marple sourit sereinement en lui offrant une tasse de thé. « Absolument pas, inspecteur. Pourtant, il faut bien l'admettre, ceux qui n'ont rien à craindre s'alarment rarement devant des paroles futiles. C'est un peu comme l'histoire des poules du fermier. Lorsqu'il secoua la trémie à grains, les poules innocentes picorèrent avidement, mais celles qui avaient mangé les choux s'enfuient en piaillant. Un détail, mais des plus révélateurs. » Graves fronça les sourcils, partagé entre l'irritation et un amusement réticent. « Vous voulez dire que la toux de Madame Banbury n'était pas une toux du tout ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « La nature humaine, inspecteur, est très incapable de se déguiser en cas d'imprévu. Je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'il vaut mieux observer où ses pieds l'amènent.
plutôt que sa langue. L'inspecteur grogna, mais les paroles de Miss Marple restèrent gravées dans son esprit. Cet après-midi-là, un nouveau tumulte parcourt Monkswood. La rumeur se répandit que quelqu'un avait tenté de brûler des papiers dans le poêle du presbytère la nuit précédente. La servante, descendue tôt, avait découvert une légère odeur de fumée et des morceaux de parchemin à moitié brûlés, coincés dans la grille. Le vicaire affirma n'avoir rien brûlé, et Madame Lester parut perplexe. Pourtant, les fragments portent le nom de Blackwood. À l'arrivée de l'inspecteur Graves, les villageois étaient déjà rassemblés devant le presbytère, chuchotant furieusement. Endicott murmura que c'était une honte. Madame Penrose déclara qu'un tel scandale ruinerait la paroisse, et Madame Bunbury affirma avoir vu une silhouette sombre franchir le portail du presbytère après la tombée de la nuit. Miss Marple, arrivée un peu plus tard, observa la scène avec calme. Elle se pencha sur l'un des fragments carbonisés que tenait l'inspecteur. « Curieuse !» remarqua-t-elle d'un ton léger. « L'écriture n'est pas celle de Blackwood. Plus fine peut-être celle d'une femme. » À ces mots, Madame Bunbury sursauta brusquement. Les yeux de Mademoiselle Marple, bien que toujours fixés sur le papier, ne le manquèrent pas. L'inspecteur pressa le vicaire et son épouse de questions, mais ils ne purent que protester de leur ignorance. « Nous nous sommes retirés tôt, » déclara Madame Lester. « Si quelqu'un entrait, c'était à notre insu, Miss Marple. » D'une voix calme mais ferme, observa qu'il aurait été assez simple, n'est-ce pas, que quelqu'un se glisse dans la cuisine du presbytère et utilise la cuisinière, surtout si cette personne souhaitait détruire rapidement des preuves. La foule murmura son accord. Madame Bunbury devint rouge écarlate et murmura qu'il y avait des fauteurs de troubles, mais sa protestation manquait de conviction. Ce soir-là, Miss Marple fait sa promenade habituelle le long du chemin. L'air était âcre, la brume s'épaississait à nouveau, mais elle trouvait utile de méditer en marchant. Elle pensa à Clara Dunn, tremblante de honte à cause de sa lettre à Endicott, cherchant désespérément à protéger sa réputation, à Madame Penrose, indignée et fière, et à Madame Bunbury, toujours avide de ragots, mais tremblante à la simple idée de documents compromettants. Chacune avait un mobile, chacune une faiblesse, mais une seule avait manifesté ce mélange particulier de délectation et d'inquiétude qui trahissait si souvent le coupable. De retour chez elle, elle trouva Clara qui l'attendait à sa porte. La jeune fille était pâle, les yeux écarquillés par la peur. « Miss Marple, » murmura-t-elle, « je n'en peux plus, je dois tout vous dire. » À l'intérieur, près du feu, Clara serrait les mains. Le soir suivant la fête, j'ai aperçu Madame Bunbury près de la sacristie. Elle portait une liasse de papier. Je n'y ai pas pensé sur le moment, je pensais qu'elle aidait à ranger. Mais maintenant, avec les brigues et les conversations sur les lettres, Miss Marple aurait-elle pu? Miss Marple la rassura doucement. « Vous avez bien fait de me le dire, ma chère. Mais ne vous inquiétez pas. Réfléchissons calmement. Si Madame Bunbury avait ses papiers, elle avait des raisons de craindre d'être découverte. Et la peur, comme je l'ai toujours dit, est bien mauvaise amie du secret. » Le lendemain, Miss Marple lança son dernier test. Elle invita Madame Bunbury à prendre le thé, ainsi que Madame Penrose et Madame Lester. Elle prépara elle-même la théière, dispose son meilleur gâteau de graines et maintient un air de bavardage innocent. Ce n'est qu'une fois les tasses remplies qu'elle dit, presque distraitement, « J'ai cru comprendre que l'inspecteur avait rassemblé les fragments manquants du poêle. Il pense que cela suffit amplement à identifier le coupable. Il compte bien l'annoncer bientôt. » L'effet fut immédiat. Madame Penrose renifla. Madame Lester pâlit. Mais Madame Bunbury faillit laisser tomber sa tasse. Sa main trembla si violemment que le thé déborda sur sa soucoupe. « Oh, mon Dieu !» dit gentiment Miss Marple, en tendant la main pour stabiliser sa tasse. « Ne soyez pas nerveuse, Madame Bunbury, à moins, bien sûr, que vous n'ayez une raison. » Les yeux de Madame Bunbury lancèrent des éclairs et pendant un instant, sa langue sembla prête à s'enflammer. Mais elle serra les lèvres, murmura quelque chose à propos de cette horrible affaire et s'excusa précipitamment pour partir. Miss Marple la regarda partir d'un regard doux, même si intérieurement, elle savait que le filet se refermait.
Le temps de la douceur touchait à sa fin. La vérité, soigneusement entretenue, était presque prête à être révélée au grand jour. Ce soir-là, elle écrivit un court mot à l'inspecteur Graves, lui demandant de venir à son chalet le lendemain après-midi. Elle lui assura qu'elle pouvait tout lui expliquer s'il avait la gentillesse de l'écouter. Il arriva perplexe mais intrigué et trouva Miss Marple assise près du feu, son tricot soigneusement plié à côté d'elle. « Inspecteur, dit-elle avec une assurance tranquille, le temps est venu d'avoir une vue d'ensemble. Les fils conducteurs sont suffisamment clairs, pourvu qu'on sache les suivre. Et demain, au presbytère, je pense que nous révélerons précisément le village qui a tué Arthur Blackwood. » Graves la fixa mi-sceptique, mi-soulagée. « Tu veux dire que tu sais ?» Miss Marple sourit doucement. « Je le sais, inspecteur, depuis le moment où le regard de Madame Banbury l'a trahi. » L'inspecteur cligna des yeux, mais Miss Marple n'ajouta rien. La révélation viendrait en son temps, et pas plus tôt. L'après-midi suivant, les villageois étaient de nouveau réunis au presbytère. L'atmosphère était solennelle, celle d'une congrégation attendant un sermon, même si les expressions étaient loin d'être pieuses. La méfiance, la curiosité et une pointe d'effroi passaient d'un visage à l'autre. L'inspecteur Graves se tenait raide au premier rang, son carnet sous le bras, la moustache hérissée d'un air déterminé. Miss Marple, quant à elle, était assise dans un fauteuil simple près du feu, les mains jointes avec élégance sur ses genoux, l'air serein comme si elle assistait à un atelier de broderie. Le colonel Hewitt se dressait dans son attitude provocatrice habituelle, les bras croisés, le regard noir comme s'il mettait quiconque au défi de l'accuser à nouveau. M. Endicott s'agitait, mal à l'aise, ses lunettes luisant tandis qu'il les polissait d'une main nerveuse. Madame Penrose, droite et rigide, avait l'air de se croire au-dessus de toute cette sordide affaire, malgré ses lèvres pincées. Clara Dunn était assise au fond, pâle et tremblante, tandis que Madame Banbury arrivait en dernier, l'air bruyant et sûr de lui, mais son regard trahissait une pointe d'inquiétude. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici parce que Miss Marple m'a assuré pouvoir faire la lumière sur cette affaire. Maintenant, je l'avoue, je doute encore qu'elle puisse éclaircir les choses, tant mieux. Miss Marple, la parole est à vous. » Un léger murmure parcourt la pièce. Miss Marple inclina modestement la tête. « Merci, inspecteur. Je ne devrais pas me permettre d'interférer dans les affaires de police, mais voyez-vous, j'ai passé ma vie à observer la nature humaine, et elle est souvent bien plus révélatrice que des empreintes de pas ou des empreintes digitales. À Monkshood, comme ailleurs, les comportements sont, si je puis dire, très révélateurs. » Elle jeta un coup d'œil circulaire dans la pièce, d'un ton doux, presque désolé. « Nous savons que M. Blackwood n'était pas populaire. Il empruntait, menaçait, se disputait. Il avait en fait cultivé le ressentiment de tous côtés. Le colonel Hewitt l'affrontait ouvertement, M. Endicott en affaires, Mme Penrose pour des questions d'argent. Même la pauvre Clara était impliquée dans une lettre qu'il tenait. Mais le ressentiment, bien que dangereux, ne mène pas toujours au meurtre. Le meurtre requiert un mélange particulier de peur et de désespoir. À ces mots, Clara sursauta, les yeux embués de larmes. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant avant de poursuivre. « La clé réside, je pense, dans l'effraction de la sacristie. Quelqu'un est entré non pas pour voler les registres paroissiaux, mais pour récupérer ou détruire des papiers que Blackwood avait conservés comme armes. Nous avons également trouvé des fragments calcinés dans le poêle du presbytère, suggérant une nouvelle tentative de dissimulation de telles lettres. Or, qui les craindrait le plus? » Madame Banbury bougea sur son siège, ses mains serrant son sac à main. « Rappelons-nous, poursuivit Miss Marple, les petits détails de la fête d'hiver. Blackwood fut retrouvé avec son écharpe enroulée autour du cou. Un acte précipité, pourrait-on penser, mais les actes précipités ne se produisent pas sans être vus au milieu des salles paroissiales animées. Non, c'était un acte planifié, quoique maquillé pour paraître impulsif. Et qu'ai-je remarqué? Un bouton près de la porte de la sacristie. Un petit bouton nacré, qui n'appartient ni à l'uniforme du colonel, ni au manteau sobre de M. Endicott, mais à un vêtement de dame. Un cardigan ou un chemisier. Un hoquet parcourut la pièce. Clara se leva à moitié, puis retomba en secouant violemment la tête. «
Pas à moi, s'écria-t-elle. Je n'ai perdu aucun bouton, je te le jure. En effet, ma chère, vous ne l'avez pas fait, dit doucement Miss Marple. Je me souviens bien de votre chemisier, et vos boutons étaient intacts lorsque vous étiez assise à côté de moi plus tôt dans la journée. Mais une autre dame portait de telles attaches, Madame Banbury. La salle se tourna comme un seul homme pour le fixer. Le rouge de Madame Banbury monta furieusement. « Comment osez-vous » bredouilla-t-elle. « Eh bien, c'est absurde. Un bouton ne prouve rien. »« C'est vrai, » dit doucement Miss Marple. « Un bouton ne prouve pas grand-chose en soi. Mais il y a d'autres fils conducteurs. Voyez-vous, vous avez été le premier à crier quand le corps a été découvert. Et bien que vous ayez feint l'horreur, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez décrit la scène avec des détails remarquables que vous n'auriez pas pu voir clairement dans la pénombre et la confusion, à moins d'y être allé avant tout le monde. Le silence s'épaissit. L'inspecteur Graves fronça les sourcils, les yeux plissés. La voix de Miss Marple reste calme, presque triste. « Arthur Blackwood tenait des lettres de vous, Madame Banbury. Des lettres vieilles de plusieurs années, écrites dans des circonstances que vous n'auriez pas souhaité voir révélées. Il a menacé de les révéler, n'est-ce pas? Et vous qui vivez d'apparence et savourez votre place au cœur de la vie du village, vous n'avez pas supporté le scandale. Vous avez donc accepté de le rencontrer à la sacristie. Vous portiez avec vous l'arme même qu'il a utilisée contre votre écharpe, ou plutôt la sienne, saisie sur le moment. C'était rapide, délibéré. Et une fois le coup accompli, vous avez disposé la verdure pour le dissimuler, avec l'intention de vous échapper. Mais le destin, comme souvent, s'en est mêlé. La tombola de Madame Lester vous a rappelé dans le hall, et avant même que vous puissiez vous échapper, vous avez été découverte. Madame Banbury se leva d'un bond, le visage marqué par la colère et la terreur. « C'est un mensonge! Vous n'avez aucune preuve. »« Au contraire, » dit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « Votre preuve réside dans vos propres actions depuis. Vous avez prétendu avoir aperçu une silhouette à la porte du presbytère après le crépuscule, mais personne d'autre ne l'a fait. Pourquoi? Parce que c'était vous. Vous avez cherché à brûler les papiers restants, mais les fragments vous ont trahi. Vous avez paniqué quand j'ai mentionné une lettre retrouvée. Et ma chère, les yeux ne mentent pas. Ils m'ont dit la vérité dès que j'ai parlé des papiers de Blackwood. » La pièce retenait son souffle. Madame Banbury vacillait, les mains agrippées au dossier de sa chaise. Elle finit par s'y enfoncer, la voix tremblante. Il m'aurait ruiné, tout gâché. Je ne pouvais pas le laisser faire. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec une telle peur, une telle honte. L'inspecteur Graves s'avança lourdement. « Ça suffit, Madame Banbury. Vous direz le reste au poste. » Son ton était sombre, mais teinté de soulagement, car l'affaire qui le rongeait était désormais résolue. Tandis que les agents s'avançaient pour l'escorter, les villageois chuchotaient entre eux sous le choc. Madame Penrose murmura qu'elle s'en était toujours doutée. Endicott s'essuya le front avec un mouchoir secoué malgré lui. Clara resta assise, immobile, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Miss Marple resta immobile, l'expression calme mais teintée de tristesse. « C'est toujours pareil », murmura-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Un peu de peur, un peu de vanité, un peu de désespoir et la nature humaine sombre dans l'obscurité. On le voit sans cesse, que ce soit dans un chemin de village ou dans une rue de ville. L'inspecteur se tourna vers elle avec un hochement de tête à contre-cœur. « Eh bien, Miss Marple, je dois vous l'avouer. Vous avez vu ce que j'ai raté. » Elle inclina modestement la tête. « Pas du tout, inspecteur. Je n'ai remarqué que ce qui était visible. Les gens se révèlent, si l'on prend la peine d'observer. C'est un peu comme le tricot, vous savez. Une maille perdue peut paraître petite, mais à la fin elle défait tout. Sur ce, elle joignit de nouveau les mains avec élégance, tandis que l'agitation grandissait autour d'elle. La vérité avait été dévoilée, le meurtrier nommé. Pourtant, au plus profond de son esprit, Miss Marple songea que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Car après la tempête, le village devait reprendre son rythme quotidien, mais jamais sans l'ombre persistante de ce qui s'était passé dans son jardin d'hiver. Dans les jours qui suivent l'arrestation de Madame Banbury, Monkshood s'installe dans un étrange silence. C'était le genre de silence qui suit une tempête,
non pas la paix, mais l'épuisement. Les rideaux ne tremblaient plus aussi effrontément, les voix ne résonnaient plus aussi fort dans la grande rue. Les gens vaquent à leurs occupations à voix basse, le regard prudent, comme si parler trop librement risquait de réveiller un souvenir persistant du crime. Au presbytère, Madame Lester avoua à Mademoiselle Marple qu'elle ne savait guère comment saluer ses paroissiens. Imaginez, chère Madame Banbury, qui servait le thé à chaque fête, qui organisait le souper des moissons. Et pendant tout ce temps, oh Miss Marple, comment pourrais-je affronter l'assemblée sans l'imaginer au banc des accusés? Miss Marple répondit avec sa douce sagesse habituelle. Il ne faut pas oublier, ma chère, que les apparences sont souvent les plus trompeuses. On porte des masques au village comme à l'église. Parfois, hélas, le masque cache un cœur désespéré. Madame Lester s'essuya les yeux et déclara qu'elle se consacrerait à des œuvres caritatives pour ramener la lumière dans leur communauté. Pourtant, Miss Marple, bien que bienveillante, doutait qu'une telle piété résiste longtemps à l'attrait des ragots. La nature humaine, elle le savait, a tendance à se dégrader rapidement. En effet, dès le lendemain matin, chez l'épicier, on entendait Madame Penrose confier à tous ceux qui étaient à portée d'oreille qu'elle s'était toujours méfiée de la jovialité de Madame Banbury. Trop désireuse de savoir ce qui se passait, dit-elle d'un ton entendu. Croyez-moi, il y avait de la malice derrière ce sourire. Bien que secoué, M. Endicott reprend son cabinet avec une sévérité renouvelée. Il sermonna son clerc sur les dangers des prêts imprudents et rappela à ses clients l'importance de la discrétion. Pourtant, il ne perdit jamais tout à fait son regard traqué. L'avocat savait que ses propres agissements insensés avec Blackwood avaient été chuchotés, et même si aucun crime ne le rongeait, la honte, elle, lui, la poursuivait. Le colonel Hewitt, enfin justifié, marchait à grands pas, la tête haute, bien que sa fierté fût tempérée par l'amertume. S'il m'avait écouté dès le début, aurait-il dit à l'auberge, il se serait épargné des semaines de bêtises, mais il devait soupçonner le soldat, tandis que le véritable scélérat bavardait à leur côté. Il parlait avec une indignation vertueuse, mais en privé, il exprimait sa gratitude à Miss Marple pour avoir vu au-delà des apparences. Clara Dunn, la pauvre enfant, se remet lentement de son calvaire. Avec la mort de Blackwood, la lettre qui la hantait avait enfin disparu, détruite par la tentative désespérée de Madame Banbury de brouiller les pistes. Elle confia à Miss Marple qu'elle avait l'impression de respirer à nouveau pour la première fois depuis des mois. « Vous m'avez sauvé », murmura-t-elle un jour, les yeux brillants de soulagement. Mais Miss Marple se contenta d'un sourire tendre et lui rappela que la jeunesse ne devait pas trop s'attarder sur les folies du passé. L'inspecteur Graves, bien que réticent, rendit visite à Miss Marple à son cottage pour la remercier. « Je ne sais pas comment vous faites, Miss Marple, » admit-il en se grattant la tête. « J'avais suffisamment de preuves pour une demi-douzaine de suspects, mais vous avez vu l'essentiel. J'aurais continué à tourner autour du colonel jusqu'à la fin des temps. » Miss Marple lui sert du thé, les yeux pétillants. « Voyez-vous, inspecteur, il ne faut pas trop se fier aux disputes bruyantes ni aux colères manifestes. La nature humaine est rarement aussi directe. C'est souvent le léger lapsus, l'atout, le regard, le bouton qui nous en disent le plus. Il rit malgré lui. Et j'ose dire que je surveillerai les boutons de plus près à l'avenir. La vie à Monkshood reprend peu à peu son rythme. La fête d'hiver était évoquée avec horreur et délectation, selon l'auditoire. Les mères conseillent à leurs enfants de rester sur le droit chemin, de peur de finir comme la pauvre Madame Banbury. Le vicaire prêchait sur les dangers de la tentation, bien que sa femme insistât pour qu'il soit adouci par l'espoir. Et à Noël, le village s'animait à nouveau des préparatifs des chants de Noël et des desserts, comme si la mort n'avait jamais rôdé dans la salle paroissiale. Pourtant, l'ombre persistait, car lorsque des voisins se rencontraient dans le chemin, ils se rappelaient avec quelle facilité la suspicion s'était tournée vers les autres, avec quelle rapidité le doute avait envahi les visages amicaux. Certaines amitiés ne se réparaient jamais tout à fait, certains regards ne perdaient jamais leur méfiance. Ainsi va la vie au village. Miss Marple le savait, souvenirs et méfiance s'entremêlent, comme le lierre sur un vieux mur. Par une soirée tranquille,
Peu après l'épreuve qui avait scellé le sort de Madame Banbury, Miss Marple était assise près du feu, tricotant. Les flammes crépitaient, ses aiguilles claquaient, et dehors le givre revenait, arpentant les allées du jardin. Elle réfléchissait, comme elle le faisait si souvent aux étranges manières des êtres humains. « Pauvre Madame Banbury », murmura-t-elle. « Pas méchante de nature, peut-être, mais vaniteuse, effrayée et poussée par le désespoir. Une femme si habituée à être au centre des événements ne supportait pas l'idée du déshonneur, et donc pour préserver sa position, elle la perdit à jamais. » Elle secoua doucement la tête. « C'est toujours ainsi. On le voit dans les villages, dans les villes, dans les familles. L'orgueil et la peur sont de dangereux compagnons. Et alliés au secret, ils peuvent mener aux actes les plus sombres. » Son canari gazouille gaiement dans sa cage, un contrepoint lumineux à ses sombres réflexions. Miss Marple esquissa un léger sourire. Mais, ajouta-t-elle, le monde serait bien triste si la nature humaine n'était pas si imparfaite. Dommage, bien sûr, mais il faut accepter les gens comme ils sont. Elle reprit son tricot, ses pensées déjà tournées vers la prochaine affaire paroissiale, la brocante de St. Mary Mead, où elle avait promis d'offrir un gâteau. La vie, elle le savait, avait tendance à mêler meurtre et meurtre à sa trame, pour ensuite se contenter de petites tâches ménagères. C'était peut-être là le plus grand mystère. Ainsi, Monkshood, avec ses haies givrées et ses chaumières impeccables, retrouva un semblant de tranquillité. Pourtant, sous la surface, le souvenir du meurtre de Winter Garden persistait, rappelant que même dans le plus paisible des villages anglais, les secrets pouvaient s'envenimer. Le désespoir s'installait et la folie humaine se transformait en tragédie. Seule Miss Marple demeurait parfaitement sereine. Elle avait déjà tout vu, et elle le savait, le reverrait. Car partout où la nature humaine résidait, dans les salons, les jardins, les chemins de campagne tranquilles, le mystère n'était jamais bien loin.